déjà d'emblée de prendre part à à ce colloque qui porte sur les questions de décolonisation qui intéressent en réalité notre région. Alors, la communication que je vais vous présenter aujourd'hui est intitulée Trois pistes pour renouveler l'épistémologie africaine. Il ne s'agit pas d'une recherche empirique à proprement parler, il s'agit en réalité de faire une synthèse d'un ensemble de travaux que nous avons eu le privilège de lire pour essayer de comprendre ce qu'il y a lieu de faire ou alors les suggestions qui sont faites pour réinventer une typiquement africaine. Alors, de ce point de vue, nous partons de l'idée, en réalité, euh, un instrument au service de l'économie parce qu'elle participe à la croissance des pays à travers les innovations qu'elle génère. Mais c'est aussi un instrument au service de la politique et de la société parce qu'elle confère du pouvoir en fait aux États de peser dans le concert des nations. Enfin, la science est un instrument au service de la culture parce qu'elle permet de construire des savoirs qui projettent une certaine vision du monde et donc permet de construire un certain autre. Sauf du, au niveau de notre continent ou alors de manière générale dans les pays du Sud, la science est une activité à difficulté. Pourquoi? Parce que les pays du Sud est généralement reconnu comme étant faible. À titre d'exemple, le Global State of Research Report indique que 3% de la production de recherche mondiale. Selon l'initiative des organismes subventionnés de la recherche scientifique en 2022, l'Afrique ne produit que 4,5%. C'est vrai que c'est bien mieux, mais ça reste, on peut dire, résiduel comparé à ce qui se fait ailleurs. On peut aussi noter la deuxième difficulté de manière de la recherche en Afrique, c'est la dépendance du budget, car le financement de la recherche en Afrique, par exemple, est essentiellement extraverti et provient des coopérations bilatérales et multilatérales avec les pays du Nord. On va également dire que la recherche est en difficulté parce qu'elle est primaire, notamment parce que elle repose dans la plupart du cas, c'est vrai que ça a commencé à changer, sur la collecte des données des premiers éléments qui sont ensuite envoyés dans les laboratoires mieux occupés du Nord pour pour la finalisation. Donc, ce qui débouche en réalité sur ce que certains appellent un apartheid scientifique. Et donc, toutes ces situations dont nous amènent à une situation dans laquelle on est dans une hégémonie scientifique des Occidentaux sur les pays du Sud. Alors, cette situation donc a entraîné, du moins au niveau du continent africain, je préfère dire dans les pays du Sud, un mouvement dénommé la Renaissance, c'est-à-dire un mouvement qui pense à comment changer la donne au niveau par rapport à cette hégémonie scientifique et donc repenser la science au niveau de l'Afrique et donc des pays du Sud. Donc la question donc qui se pose compte tenu de cette situation, c'est comment construire une science africaine. Alors, pour essayer donc de répondre à cette question, on va directement entrer dans, à la première piste de reconstruction d'une science africaine. On a ce que un auteur camerounais appelle l'épistémologie réflexiviste, pardonnez pour la coquille. Elle est du professeur Chatue, un philosophe camerounais, en poste actuellement à l'université de Tchang à l'ouest du Cameroun. Il propose cette approche pour réinventer la science africaine et elle est fondée fondamentalement sur l'analyse des universités africaines. Bon, maintenant, pour arriver à cette approche, il est parti d'un ensemble d'observations, notamment les réformes universitaires donc, de M. Chachué, l'épistémologie réflexiviste. Il est les réformes universitaires, de manière générale, sont d'un point de vue économiste et gestionnaire, parce qu'il est fondé sur une analyse des moyens pour une meilleure production. Il fait un ensemble d'observations, notamment sur les handicaps de l'université camerounaise, qui ne sont concentrés, par exemple, qu'à la recherche de la croissance exponentielle des effectifs de l'université,
Pour eux, ce ne sont que ce genre d'éléments qui constituent les problèmes à résoudre. Un autre problème à résoudre relevant des handicaps, c'est le faible taux d'encadrement des étudiants et le faible rendement interne et externe du système des universités. Une autre observation qui relève de l'handicap, le déséquilibre du budget et ensuite une démoralisation de la communauté universitaire. Donc voilà de son point de vue les éléments de handicap qui représentent les problèmes que pose l'université camerounaise. Les deuxièmes éléments d'observation reposent sur les missions de l'université qui, selon lui, ne sont adossés que sur des éléments tels que la crise économique, la croissance exponentielle des effectifs, l'exigence du marché de l'emploi, c'est-à-dire comment former des étudiants pour être prêts à s'insérer d'un point de vue professionnel, et qui ne tourne en dernière position que sur le slogan de ce qu'on appelle dans notre contexte la nouvelle gouvernance universitaire. Il s'agit d'augmenter le nombre de places pour les étudiants, le nombre de salles de cours, le nombre de docteurs formés, le nombre d'ingénieurs. Et donc, une analyse qui est fondée très souvent sur des éléments fondamentalement statistiques. Et le troisième élément de la proposition écologique réfléchisse pose sur l'analyse du système LLD, le système universitaire. Alors, selon Jacques Chatuet, il estime qu'il n'est pas possible de vouloir euh, faire une réforme, d'intégrer la professionnalisation sans prendre en compte, par exemple, le rapport psychologique et culturel, enfin, le rapport psychologique et culturel au travail. Selon lui, concernant toujours cet aspect du LMD, licence, master, doctorat, on a la question de l'entrée des entreprises dans le monde universitaire, certes, mais avec une expertise fondamentalement ou alors la plupart du temps étrangère. Troisième élément, il estime que tel que cela se construit aujourd'hui dans le système universitaire, il est très peu fait mention de la part relative à la pédagogie universitaire. Et un autre élément, c'est que la prise en compte de la professionnalisation est faite sans une réelle refonte de l'enseignement technique et sans un rapport à la technique. Un autre et le dernier élément, c'est qu'il estime que on ne peut pas décider d'engager une réforme universitaire et on fait une séparation entre l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et technologique, de même on opère une séparation entre le cycle recherche et euh, le cycle professionnel. Donc, du point de vue de cet auteur, on a donc un déni de la théorie au profit de la pratique et donc de la technique. On a des sciences non pensantes. On a un mythe du privilège logique de la pratique sur la théorie. Et donc, tous ces éléments amènent donc sur ce qu'il a appelé un développement dans le système universitaire des sciences du développement. C'est-à-dire, ce sont des sciences qui, en réalité, tendent à mettre à privilégier les éléments pratiques, le pragmatisme, au détriment des éléments critiques. Donc, en quoi donc consiste, selon l'auteur, en réalité, l'épistémologie réflexiviste? Il s'agit, selon l'auteur, de un, s'il fallait la résumer, sortir des dictates des principes. Il est question pour cet auteur de construire un îlot au sein de l'université, un îlot d'autonomie susceptible de soutenir celle de l'institution universitaire. Donc, cela devrait permettre, du point de vue de l'auteur, de produire une recherche scientifique euh, seulement assise sur des contraintes posées par la science elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas, elle doit fondamentalement être désintéressée. Ça, c'est son point de vue. Le deuxième élément, c'est produire des savoirs appropriés aux universités camerounaises. C'est lié au fait que la faiblesse institutionnelle et financière des acteurs et leur dépolitisation structurelle pèsent sur la représentation même des savoirs réduits à une antichambre des techniques ou du développement. Donc, en fait, à ce niveau, on a, on doit avoir une science qui réponde non pas forcément euh, aux besoins du monde professionnel, mais d'abord
aux besoins de l'université afin de lui donner, si on peut dire ainsi, une certaine identité. Donc, il s'agit donc à cet effet de pouvoir la construire à partir d'une expertise interne. Le troisième élément, c'est questionner l'évolution des savoirs et les modes de coexistence à partir d'une dynamique interne. C'est-à-dire que tous les savoirs qui sont produits ne doivent pas forcément être appliqués de manière monolithique et uniforme dans notre système, mais on doit pouvoir trier, après une analyse, trier et prendre celles qui puissent correspondre et être en adéquation avec nos réalités. Le dernier point, c'est de défendre le savoir intérieur. Nous l'avons déjà dit en filigrane sur un des points, c'est-à-dire construire une nouvelle université, mais en misant majoritairement et fondamentalement sur l'expertise externe. Donc voilà ce que nous pouvons dire concernant la première piste. Alors la seconde piste est intitulée L'épistémologie de la transgression et elle est l'œuvre d'un sociologue, d'un très célèbre sociologue camerounais de regrettée mémoire, Jean-Marc Ella. Alors, cette autre piste de réinvention ou de renouvellement de la science africaine part d'un ensemble d'observations, si vous voulez. Un, nous avons la crise de l'identité du chercheur africain. Selon l'auteur, il veut par là dire que le discours du scientifique africain est marqué par la servilité et le suivisme. Il a à cet égard une expression consacrée, les ventriloques. C'est-à-dire qu'on ne fait que reproduire ce qui se fait ailleurs. Et dans ce système-là, les Africains ne se contentent pas seulement d'appliquer des règles, enfin, ils se contentent que d'appliquer des règles et des schémas venus d'ailleurs. Donc, son activité scientifique est soumise aux seules lois du marché, c'est-à-dire, je fais la recherche pour que ça puisse produire en termes de gains économiques purement. Deuxième élément, c'est les préjugés et des illusions de la science monde. Cette observation veut simplement dire que, on parle de l'idée selon laquelle la science occidentale s'est positionnée comme étant la science, comme étant une science universelle, c'est-à-dire en termes de science, celle produite en Occident est constituée comme étant le maître étalon. Et donc, toute science qui se veut réellement, si je puis me permettre, scientifique, doit pouvoir se produire selon les règles fixées par ces dernières. Et en fait, le troisième point, nous avons la crise de l'identité des disciplines, c'est-à-dire que très peu de chercheurs africains travaillant sur les... On a très peu de chercheurs africains qui travaillent sur les réalités africaines et pour s'atteler à produire des cadres d'analyse ou alors des outils d'analyse des cadres et des cadres conceptuels rigoureux. Et donc, nous avons en dernier point une faible théorisation des démarches de recherche en Afrique dans laquelle les travaux de recherche, comme nous l'avons dit sur le premier point de Jacques Chatuet, ne font qu'en réalité, la recherche en Afrique porte essentiellement sur des interprétations, c'est-à-dire que nous avons des données et puis elles sont lues à partir des cadres théoriques venus d'ailleurs. Maintenant, en quoi consiste donc l'épistémologie de la transgression de Jean-Marc Ella? On va essayer de la résumer, hein. C'est une méthodologie de manière résumée de la dissidence et de la recherche scientifique. Donc, elle repose sur trois points, trois éléments majeurs selon l'auteur. Un processus de déconstruction et de réfutabilité de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il est question de faire une critique rigoureuse des travaux produits sur l'Afrique en partant des acteurs, des buts et des discours de leur motivation, des espaces et des lieux à partir desquels sont produits les discours, leur fondement et leur légitimité. Il s'agit de faire un travail de purification à l'égard du socle épistémologique afin de nous soustraire de tous les obstacles épistémologiques qui entravent l'éclosion d'une science africaine. Donc, il faut faire correspondre en fait, la science existante, en fait, il faut construire une science qui soit en adéquation avec les réalités africaines parce que chaque espace, en fait, la science étant adossée sur une cosmovision et les espaces ont des cosmovisions fondamentalement différentes. Le deuxième point, c'est l'état de surveillance de soi, c'est-à-dire c'est une attitude qui consiste dans tout effort de rationalité questionnante d'exercer une sorte de vigilante permanence et de garder la distance critique qui maintient l'intelligence du chercheur en éveil. Le troisième point,
c'est le défi de l'innovation. Alors, c'est pour moi le point majeur. Pour Jean-Marc là, l'épistémologie de la transgression, c'est la science existante, pas de manière totale, parce qu'il y aura toujours des éléments à étirer, mais fondamentalement, à partir de cette rupture d'imaginer ou alors de concevoir des éléments théoriques qui cadrent avec les réalités purement africaines. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des cadres d'analyse qui ne puissent s'appliquer en réalité qui permet de mieux rendre compte des réalités vécues en Afrique. Le dernier point sur lequel repose la troisième piste, si vous voulez, de réinvention de la science que nous avons retenue est celle de la science du vivant d'un auteur très célèbre sénégalais que vous connaissez certainement, Felwine Sarr, un auteur que j'affectionne particulièrement. Et donc, la science du vivant part d'un ensemble d'observations. La première, c'est que on a des projections, l'Occident a fait des projections de son univers en l'appliquant sur l'Afrique. Et cette projection, selon Felwine, s'est faite à travers des concepts tels que le développement, émergence, euh, euh, objectifs du développement durable, etc. Et donc, pour lui, en réalité, il estime que tous ces concepts, en réalité, sont représentent des visions que l'Occident projette et qu'elle demande à d'autres parties du monde euh, des projections à atteindre. Or, selon lui, ce sont des projections qui ne collent pas toujours avec les réalités africaines. La deuxième observation qui est à la base de cette approche, de cette piste de la science du vivant, qui pour moi est l'une des plus, est la plus intéressante, c'est le biais quantophonique. Alors pour Felwin, la science africaine actuellement, la science occidentale actuellement, ne se développe que sur la base des statistiques. C'est-à-dire qu'elle a une, l'attitude est de tout percevoir du point de vue de la statistique, du point de vue de la quantification, dénombrer, compter. Certes, c'est utile, mais en réalité, pour faire lui, il y a des réalités que les mathématiques ne peuvent pas saisir. On peut essayer de donner un exemple pour essayer d'aller dans son sens. C'est que aujourd'hui, par exemple, pour sélectionner un étudiant pour une bourse, l'élément principal sur lequel on se fonde dans la plupart des cas, c'est la moyenne. Or, vous pouvez bien avoir un étudiant qui a une moyenne face à un autre étudiant qui a une moyenne moindre. Et la réalité, c'est que celui qui a la moyenne moindre, en fait, a la plus petite moyenne, est capable en réalité de produire un meilleur projet de recherche que celui qui a 18. Donc, c'est un peu ce paradoxe que relève Felwin dans l'idée du bien quantophonique. Et donc, le dernier point, c'est l'idée de développement. Alors, il fait un développement très philosophique, selon lequel, en fait, le développement pour lui n'est rien d'autre que l'extension d'un projet civilisationnel africain. Et donc, pour lui, l'Afrique n'a pas le développement à chercher. Compte tenu de sa situation, elle doit plutôt s'envelopper. Et donc, en quoi consiste donc, pour Felwine Sarr, la science du vivant? Nous avons essayé de la synthétiser en trois points. Premier point pour Felwine Sarr, en fait, de manière générale, il s'agit d'africaniser les sciences humaines et sociales. Le premier point consiste à libérer le discours africain qui consiste en réalité aux scientifiques africains, aux chercheurs africains, de devenir le sujet de leur propre discours scientifique et de déterminer à partir d'un ensemble de visions du monde, si vous voulez, sa pratique en accord avec les propres normes et critères que lui-même pourra définir. Donc, il ne doit plus se référer aux critères définis à l'extérieur, mais il doit pouvoir développer des critères qui lui sont propres. Le deuxième élément, c'est refondre les sciences sociales. Alors, il est question, selon Felwin, d'interroger de manière épistémologique les objets, les méthodes, le statut du savoir produit par les sciences humaines et sociales telles qu'elles sont appliquées aux réalités africaines. Elles consistent à déconstruire la raison coloniale ethnologique et
en commençant par une critique radicale des discours produits, de leur charpente théorique et de leur soubassement idéologique. L'une des voies qu'il propose, lui et d'autres de ses collègues, d'autres très éminents chercheurs africains, c'est par exemple fouiller dans les mythes et les proverbes africains, qui sont de puissants outils qui peuvent nous permettre de construire des outils théoriques pouvant nous permettre de lire les réalités africaines. Euh, Troisième élément, c'est de privilégier l'expérience au détriment de la performance. Je crois que j'étais en train déjà de brosser un aspect là-dessus. Alors, pour Felwin, si la performance qui se mesure fondamentalement en unités arithmétiques et donc statistiques est importante, il y a que la réalité est plus complexe et donc les unités statistiques ne peuvent pas complètement les mesurer. Donc, il préfère qu'on privilégie les expériences car selon lui, euh, les mathématiques ont ceci de particulier qu'elles sont un peu comme elles réduisent l'aventure sociale à des équations. Or, ces équations masquent beaucoup d'éléments parce qu'elles ne permettent pas de les saisir. Par contre, selon lui, l'expérience a ceci de particulier que elle permet de saisir la vie, l'aventure humaine dans toute sa complexité, dans tout son sucre. Et donc, il est pour lui préférable de privilégier l'expérience car le qualitatif permet de mieux saisir la réalité telle elle se présente. Et donc, pour finir, qu'est-ce que ces trois pistes? L'épistémologie réflexiviste, la science du vivant et l'épistémologie de la, l'épistémologie de la transgression en commun, ce sont des invites à penser, c'est-à-dire être capable de passer au crible tous les savoirs existants et les soumettre à la critique. Elles ont aussi ceci de particulier que elles doivent permettre de produire une écologie africaine des savoirs, car elles permettent de rompre avec la monoculture ambiante et la pensée de la clôture et créer une constellation de savoirs divers permettant une discussion pragmatique concernant leurs critères et leur validité. Donc, il est question de s'appuyer sur tous les savoirs produits par les sociétés africaines à travers le temps et de réactiver ceux qui opèrent encore dans les domaines variés de la vie. Faire de l'Afrique un espace de provocation intellectuelle, c'est-à-dire question de penser l'Afrique. Il est question maintenant de penser le monde à partir de l'Afrique, car l'Afrique a une vie, a une expérience elle pourrait mettre à la disposition du monde et changer la tendance actuelle telle qu'elle se déploie. Et puis, c'est tous ces pistes militent pour une reconquête d'une souveraineté intellectuelle, car participent de construire des concepts, des théories et des grilles d'analyse, bref, de développer de nouvelles épistémologies qui intègrent des réalités africaine. Donc, voilà un peu ce que nous avions présenté, nous avions préparé dans le cadre de cette communication. Sur ce, nous vous remettons la parole. Je vous remercie.